Bonjour, je m'appelle Ethan, j'ai 24 ans et j'habite dans une charmante ville près de Boise, dans l'Idaho. Je suis menuisier indépendant, spécialisé dans les travaux de réparation et de construction, allant de la réparation de meubles à la fabrication d'étagères, selon les besoins de mes clients. Bien que sans éclat, mon logement dégage une certaine honnêteté. Ma maison est une humble maison, d'une chambre située dans une rue tranquille, sans prétention, mais avec des planchers grinçants qui reflètent le coucher du soleil et une véranda baignée de lumière. Je trouve du bonheur dans cette ville, suffisamment petite pour que les gens puissent se saluer tout en respectant l'intimité. Je suis celui qui donne un coup de main, que ce soit pour clouer des planches pour les voisins ou pour transporter du bois de chauffage pour le vieil homme qui habite au bout de la rue. L'argent n'est pas la motivation, c'est le sentiment d'être utile qui compte. Je ne m'attarde pas beaucoup sur mes projets d'avenir ou mes ambitions grandioses. Une vie simple me convient parfaitement. Mon logement partage une propriété avec une autre, une maison à 2 étages, bien entretenue, avec un jardin devant la maison. C'est là que Laura réside. Je sais peu de choses d'elle, en effet. Elle semble avoir la quarantaine, vit seule et mène une vie réservée. Je la croise presque tous les matins, alors qu'elle s'occupe de ses fleurs dans le jardin. Elle porte constamment d'épais pulls, même sous la chaleur torride de l'été, tandis que ses tresses couleur corbeau sont nonchalamment attachées en arrière. Il y a chez elle une allure subtile, plutôt qu'exubérante, comme si elle était inconsciente ou indifférente. Ses mouvements sont gracieux, semblables à la confiance qu'elle place dans son jardin. J'ai tenté de la saluer à plusieurs reprises, un simple signe de la main pendant que je réparais mon pick-up ou arrosais ma pelouse inégale. Elle me répond par des hochements de tête occasionnels, mais rapides, presque vifs, suggérant un désintérêt pour la conversation. Je la devine réservée, peut-être distante, mais la tendre attention qu'elle porte à ses fleurs me fait me demander s'il n'y a pas autre chose en jeu. Un jour, quelques semaines auparavant, j'étais dehors en train de réparer la clôture usée qui séparait nos jardins. Le bois vieilli s'affaisse sous la pression. Un poteau était complètement pourri, et je ne voulais pas qu'il empiète sur ses fleurs. J'étais donc là-bas avec ma boîte à outils, en train d'enfoncer un nouveau poteau, en transpirant sous le soleil d'août. Je l'observais penché sur les lattes de bois, les mains tachées de terre, à travers mon pas ralenti. Voulant discuter au-delà d'une simple salutation, je fis un léger bruit de marteau, espérant attirer son attention. Elle finit par lever les yeux. Souriant et essuyant la sueur de mon front, je m'enquiers de l'état de la clôture. Elle hésita un instant avant d'acquiescer subtilement. La clôture a l'air mieux, commentai-je, ce à quoi elle répondit doucement mais sans enthousiasme comme par simple politesse. Reportant son regard sur ses fleurs, elle resta silencieuse. Je me sentis ridicule et repris le martelage, laissant derrière nous notre brève interaction. Elle se retira à l'intérieur, accomplissant la tâche seule. Cette pensée me taraude depuis. Peut-être est-ce parce que je suis habitué à ce que les gens feignent la gentillesse. Ici, on discute de banalités comme la météo ou les animaux, même si ce n'est qu'une conversation informelle. Pourtant, Laura est unique. Ce n'est pas qu'elle soit impolie. C'est comme si elle portait un fardeau qu'elle ne souhaite pas partager avec les autres. Son regard s'attarde trop longtemps sur les fleurs, comme à la recherche d'un trésor perdu. Je m'abstiens de toute question. Je continue mes tâches, réparer des chaises pour Madame Carter de l'autre côté de la rue, et construire un nichoir pour l'enfant du pâté de maison voisin. C'est mon talent, trouver du réconfort dans la douceur du bois sous mon toucher, le frisson d'une scie qui le coupe, la récompense de créer quelque chose de durable. D'habitude, cela me satisfait. Pourtant, je ne peux m'empêcher d'observer Laura de temps en temps, non par suspicion, mais par curiosité, comme si elle était une énigme non résolue. J'habite cette ville depuis 2 ans maintenant, après avoir émigré ici, après avoir essayé plusieurs autres endroits, à la recherche d'un logement confortable. Cet endroit n'est pas loin de là où j'ai grandi, et pourtant mes parents ne sont plus là. Mon père est décédé quand j'étais jeune, ma mère il y a quelques années. Ici, je n'ai que moi, mes outils, et cette modeste demeure. Je n'ai pas de grandes ambitions, contrairement à d'autres. J'ai envisagé d'ouvrir un jour une boutique, peut-être de meubles sur mesure, mais c'est encore loin. Actuellement, je trouve du plaisir à réparer des choses et à aider les autres. Par exemple, la semaine dernière, j'ai construit une nouvelle marche pour mon voisin, après que son enfant soit tombé sur l'ancienne.
La tâche m'a pris un après-midi, et il a tenté de me dédommager. Mais j'ai décliné l'offre. De tels gestes correspondent à ma personnalité. J'aime être une personne fiable sur laquelle on peut compter, même si je ne suis pas au courant des détails. Laura, cependant, est différente des autres membres de notre communauté. La plupart des résidents sont suffisamment accessibles pour échanger des plaisanteries ou s'enquérir de ma journée. Pourtant, elle est énigmatique, telle une porte fermée. Cette description n'implique pas de dédain. Elle reflète plutôt son aura particulière. Son jardin me captive, regorgeant de roses et de marguerites qu'elle soigne comme si elles étaient ses rejetons. Je l'ai aperçue en train de s'en occuper à l'aube, avant que la ville ne s'éveille, ses mains s'agitant doucement et méticuleusement dans la terre. Le spectacle est d'une sérénité à couper le souffle, rappelant son abnégation dans ses fleurs. J'ai souvent réfléchi à son passé, mais je m'abstiens de m'immiscer. J'ai traversé des moments difficiles, des amis qui m'ont abandonné, des emplois qui ne se sont pas concrétisés. Je comprends le besoin d'intimité sur certains sujets. Cependant, un souvenir m'est resté en mémoire. C'était un après-midi ordinaire, et je ponçais une table dans mon jardin pour un voisin. Le soleil se couchait, teintant tout d'une teinte orangée dorée. Regardant par-dessus la clôture, j'ai aperçu Laura qui s'occupait de son jardin comme à son habitude, tenant une marguerite fanée. Son expression était plus douce, mais triste, laissant transparaître une émotion que je ne parvenais pas à saisir. J'ai d'abord pensé à faire une blague pour détendre l'atmosphère, mais avant même d'avoir pu dire un mot, elle s'est retournée et a disparu chez elle, serrant toujours la marguerite. La porte s'est refermée, me laissant planter là, un bloc de ponçage à la main, avec le sentiment d'avoir oublié quelque chose d'important. Aujourd'hui encore, je n'arrive pas à exprimer ce qui m'a marqué à ce moment-là. Peut-être était-ce la tendresse avec laquelle elle serrait la fleur, suggérant plus d'importance que sa valeur, ou peut-être était-ce la solitude évidente, même dans son propre jardin, qui m'intriguait. J'ai connu la solitude, je l'ai ressentie profondément, mais la sienne était distincte. Elle n'était ni flagrante, ni ostentatoire, elle était subtile, s'infiltrant dans ses mouvements et son évitement du contact visuel. Je désirais en savoir plus, mais je me trouvais incapable de m'interroger. Les mots n'ont jamais été mon fort. Je suis plus habile avec un marteau et des clous. Ce soir-là, j'étais assis sur ma véranda avec une bière, l'air se glaçant sous les étoiles. La maison de Laura restait sombre, dépourvue même d'une lumière. Son jardin s'attardait dans mes pensées, ses fleurs dont elle prenait soin, comme si elles étaient tout ce qu'elle possédait. Je méditais sur cette marguerite, le délicat contact de ses doigts l'encerclant. Elle ressemblait à un chef-d'œuvre inachevé, un magnifique tableau auquel il manquait une pièce. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi sa détresse m'avait autant touché. C'est peut-être parce que, moi aussi, je cherche à comprendre le sens de ma vie. J'ai pris une autre gorgée de bière en contemplant ses fenêtres obscurcies. Une partie de moi se sentait obligée de frapper à sa porte, simplement pour savoir si elle était là. Mais je me suis retenu. Pas maintenant. Au lieu de cela, j'entrai, déposai ma bouteille sur le comptoir, et m'allongeai sur mon canapé, les yeux rivés au plafond. La ville était sereine, avec seulement le chant des grillons et le passage occasionnel de quelques véhicules. Je songeais à Laura, me souvenant de son subtil hochement de tête concernant la marguerite et le jardin. Je ne connaissais pas son passé, mais j'aspirais à le connaître. Non pas par désir d'être une héroïne, simplement parce qu'il y avait quelque chose d'authentique en elle que je souhaitais découvrir, même si elle essayait de le cacher. Je fermai les yeux, décidant que demain, je lui ferai à nouveau signe de la main, peut-être en prononçant d'autres mots. Peut-être répondrait-elle, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je n'étais pas prête à abandonner. C'était un mardi soir, et le ciel avait grondé toute la journée comme s'il nourrissait une rancune. J'étais en train de regarder un vieux film d'action quand la tempête éclata. Pas seulement de la pluie, mais un véritable chaos. Le tonnerre grondait si fort qu'il faisait trembler les fenêtres, et le vent hurlait comme s'il voulait déchirer le monde. Je suis monté sur mon porche pour examiner mon camion et le bâcher. J'ai entendu un grand et lourd fracas du côté de la clôture de Laura. Pas une simple branche qui cassait, mais quelque chose d'énorme. J'ai attrapé ma lampe de poche, ma veste, et me suis précipité dehors sous la pluie battante sans trop réfléchir. La tempête était impitoyable, déversant des torrents qui m'ont immédiatement trempé.
J'ai sauté par-dessus la clôture et découvert qu'un chêne massif dans le jardin de Laura s'était fendu et était tombé sur son toit. Le coin de sa maison était ravagé, avec des bardeaux éparpillés et un énorme trou à l'endroit où l'arbre avait percé. Laura était dehors, trempée jusqu'aux os, luttant pour recouvrir des meubles d'une bâche qu'elle avait récupérée chez elle. Elle semblait anxieuse, les cheveux collés à son visage et son pull serré. « Laura !» ai-je crié par-dessus le vent. Elle a levé les yeux, surprise, comme si elle n'avait pas anticipé la présence de quelqu'un. « Ça va ? C'est ton toit !» a-t-elle répondu d'une voix tremblante. « L'inondation est partout sans mon consentement. » Je me suis empressé de l'aider à fixer une bâche, la tirant sur des livres et une table basse qu'elle avait écartée. La pluie nous fouettait et le vent a arraché la bâche, mais nous avons réussi à la fixer avec des briques. « On devrait rentrer !» ai-je insisté en désignant sa maison. « C'est dangereux !» Elle a hoché la tête, essoufflée, tandis que nous nous précipitions par la porte arrière, évitant les branches et la boue. Dans sa cuisine, c'était le désordre. Des seaux s'égouttaient, des serviettes jonchèrent le sol. Nous avons tous les deux frissonné, mais je n'ai pas pu m'arrêter. Où sont les dégâts ? Manquis-je avec anxiété. Elle désigna le salon. À l'étage, peut-être ? Ajouta-t-elle. À la lumière de sa lampe torche, je m'aventurai dans l'obscurité et trouvai de l'eau jaillissant d'un trou au-dessus de sa chambre d'amis, comme un robinet qui coule. Dans son garage, je trouvai du contreplaqué de rechange et grimpai à une échelle pour le clouer au-dessus du trou, Laura tenant la lumière fixe. La situation n'était pas idéale, mais elle a tenu jusqu'au matin. Nous nous sommes retrouvés dans son garage, à déplacer des cartons pour les garder au sec. C'est là que je l'ai repéré. Une toile partiellement dissimulée par une bâche adossée au mur. C'était un tableau ancien mais captivant. Une famille assise dans un jardin entouré de fleurs épanouies, la lumière du soleil traversant le feuillage des arbres, le père, la mère et l'enfant, tous souriants. Cela m'a profondément frappé, ce genre de bonheur qui semble emprunté. Je n'ai pas pu m'empêcher de le contempler, et Laura l'a remarqué. Son visage s'est figé comme si j'étais tombé sur quelque chose d'intime. « Je suis désolé, me suis-je excusé en reculant. Je n'en avais pas l'intention. »« Ce n'est rien, » a-t-elle répondu d'une voix plus douce, comme si elle essayait de se persuader. Elle a hésité, puis a légèrement dévoilé la toile. « J'avais peint ça, il y a longtemps. Je n'ai pas insisté, mais je n'ai pas détourné le regard non plus. C'est magnifique, ai-je dit, et c'était sincère. On dirait un souvenir. » Elle hocha la tête, le regard perdu dans le vide. C'était le destin. Mon ex-femme jugeait l'art improductif. Elle prétendait que cela ne suffisait pas à couvrir les dépenses. Après notre séparation, j'ai arrêté de peindre. Sa voix tremblait légèrement, et je l'ai perçue. J'ai alors compris le fardeau qu'elle portait, expliquant sa nature distante. Sans voix, j'ai exprimé ma franchise. J'ai affirmé que les tableaux avaient trop de valeur pour être rangés dans un garage. Tu devrais te remettre à peindre. Elle m'a examiné attentivement, comme si elle m'observait vraiment pour la première fois. Pas seulement comme le petit voisin qui réparait les clôtures, mais comme quelqu'un qui comprenait. Peut-être murmurait-elle si bas que je l'ai à peine entendue. Puis elle a reporté son attention sur une boîte, mais j'ai remarqué un subtil changement dans son expression, comme une porte qui s'ouvre subtilement. Il était tard dans la nuit, nous étions tous les deux trempés et gelés. Laura m'a jeté un coup d'œil, les cheveux mouillés, et m'a dit « Tu vas attraper froid. Entre, j'ai du thé. » Je l'ai suivie jusqu'à la cuisine où elle m'a fourni une serviette et préparé du thé. La maison était paisible, à l'exception de la pluie qui tambourinait doucement aux fenêtres. À sa petite table, des tasses fumantes étaient disposées entre nous. Le thé, un mélange d'herbes particulier à l'arôme mentholé, emplissait l'air. Les conversations furent rares au début. Nous restâmes assis là, à nous sécher, écoutant la tempête se calmer. Finalement, elle rompit le silence. « Tu n'avais pas besoin de passer. Beaucoup ne le feraient pas. » Je répondis nonchalamment. « Tout le monde n'est pas ton voisin. Et d'ailleurs, j'ai entendu le fracas. Tu ne peux pas l'ignorer. » Elle m'adressa un sourire doux, pas son habituel hochement de tête laconique, mais un sourire sincère. « Tu es un homme bien, Ethan, dit-elle. C'était une déclaration simple, mais qui me parut importante.
Je bus une gorgée de thé, me brûlant légèrement la langue. Tu es plus facile à aborder qu'il n'y paraît, lançai-je d'un ton enjoué. Elle haussa un sourcil, mais ne rétorqua pas sèchement. Au lieu de cela, confia-t-elle, j'enseignais l'art, j'adorais ça. Après tout, le jardin est tout ce qui me reste, et c'est moins compliqué que de traiter avec les gens. Mon esprit s'est replongé dans ce tableau représentant ses mains dans la terre chaque matin. Tu me comprends maintenant? J'avais un ami aussi cher qu'un frère, mais il m'a trahi sur un projet sur lequel nous travaillions ensemble, volant l'argent et disparaissant. Depuis que je me consacre à la réparation, le bois ne trompe pas, et c'est peut-être pour ça que je le lui ai dit. Elle avait partagé quelque chose d'authentique, et je me suis senti obligé de lui rendre l'appareil. En effet, votre observation est juste. C'est la raison pour laquelle je suis constamment prêt à aider les autres. J'ai l'impression de réparer quelque chose d'important. Vous êtes l'un des rares à saisir cet aspect de ma personnalité. Oui, répondis-je enfin en croisant son regard. Quelque chose dans ce genre. Elle me rendit un sourire radieux qui transperça ses yeux de chaleur et de vulnérabilité, rappelant la Laura du tableau. Nous continuâmes à discuter de la tempête, du jardin et de l'odeur de la ville après la pluie. Des conversations légères qui semblaient peu naturelles, comme si nous le faisions depuis une éternité. Lorsque la pluie se transforma en bruine, je me levai pour partir. « Es-tu sûr que tout ira bien ici ?» demandai-je. Elle me rassura d'un hochement de tête. « Je m'en sortirai, » dit-elle. En partant, je me demandais si la Laura du tableau résidait encore en elle. « De rien, » répondit Ethan. Je m'aventurai dans la nuit silencieuse, mes pas résonnant dans la boue. L'air était frais, après l'orage. En escaladant à nouveau la clôture, j'étais trempé, mais indifférent. Mon cœur était plus rempli qu'une bâche ou une lampe de poche ne pouvait le contenir ce soir-là. Je me remémorais le tableau de Laura, sa voix lorsqu'elle parlait de son ex, et son sourire radieux lorsque je l'encourageais à peindre à nouveau. Je compris alors qu'elle n'était pas renfermée, mais plutôt protectrice. De retour chez moi, je me débarrassai de mon manteau mouillé, et m'affalai sur mon lit, le bruit lointain de la pluie à peine audible. L'image de son visage se transformant en discutant du tableau persistait. Elle ne semblait pas être la porte fermée que j'avais imaginée. Peut-être avait-elle simplement besoin de temps ou de compagnie pour se présenter sans rien demander en retour. Je fixai le plafond tandis que la tempête s'apaisait, réalisant qu'elle n'était plus une inconnue, incertaine de ce qui l'attendait, mais pour la première fois, nourrissant l'espoir d'une chose authentique. L'odeur du thé à la menthe persistait, guidant mon esprit vers le sommeil avec cette pensée optimiste. La ville était en ruine à cause de la tempête. Feuilles et branches cassées encombraient les rues. Laura était absente depuis des jours. Ma petite maison était restée intacte, à l'exception de quelques tuiles détachées. Mais la sienne avait subi d'importants dégâts. Un arbre tombé avait ravagé son toit. Chaque fois que je jetais un coup d'œil par-dessus la clôture, je la voyais dehors, déblayant les débris, les manches de son pull retroussé, les cheveux s'échappant de sa pince. Sa détermination était évidente, mais elle résultait davantage d'une nécessité que d'un choix. Je ne pouvais pas rester les bras croisés à la regarder travailler. Ce matin-là, j'ai pris ma boîte à outils et je suis allé l'aider. L'air était lourd d'une odeur de terre humide et de pin. Laura se débattait avec une grosse branche cassée dans son jardin. « Tu as besoin d'aide » ai-je proposé en sautant par-dessus la clôture. Elle a levé les yeux, s'est essuyé le front et a secoué la tête. « Je m'en occupe, Ethan. Tu en as assez fait. » Sa voix avait un air familier, comme si elle s'attaquait souvent seule à certaines tâches. Je suis resté sur mes positions. « Laisse-moi faire, » ai-je répondu en souriant. « On est censé s'entraider, non ?» Elle m'a répondu avec un air mitigé, mi-agacé, mi-amusé, mais a refusé de protester. « Bon, d'accord, » a-t-elle concédé. « Le toit est en ruine. Je ne sais pas par où commencer. » Je suis monté pour constater les dégâts. Le trou était plus grand que prévu, irrégulier, et l'eau continuait de s'infiltrer dans l'isolant. J'ai consacré ma matinée à le réparer, en y posant des bardeaux neufs que j'avais récupérés sur un chantier le mois dernier. Laura est restée en bas, me fournissant les outils nécessaires, ses gestes méthodiques, suggérant son expérience de ce genre de tâches. Au début, nous avons travaillé en silence, nos gestes suivant le rythme du marteau et des clous remplissant le vide. Alors que le soleil se levait, elle commença à me demander « D'où tiens-tu ce talent ?» demanda-t-elle en me tendant un marteau. « Mon père, » répondis-je en la regardant dans les yeux. « Il était charpentier, tout comme moi.
Il m'a tout appris avant son départ. Il disait que le bois est vrai, traite-le bien, et il durera. » Elle hocha la tête, comme si elle comprenait. « Mon père était peintre, pas de mur, ni de toile. Peut-être que ça vient de lui, remarqua-t-elle de manière inattendue. Cela me rappela la toile de sa famille que j'avais vue dans son garage lors de notre première rencontre. Je m'abstins de toute autre question, préférant une conversation plus légère. « Tu es aussi responsable de ces rosiers devant chez moi, n'est-ce pas ?» remarquai-je en désignant son jardin. Elle me rendit un léger sourire. « Oui, ils peuvent être capricieux, mais gratifiants. »« As-tu déjà entretenu un jardin ?» rigolai-je. « Quant à moi, j'ai du mal à entretenir ma pelouse. Cependant, j'admire l'élégance naturelle dont tu fais preuve dans ton jardinage. » Elle semblait imperturbable, mais son expression s'adoucit comme si le compliment avait atteint un endroit profond en elle. Nous avons persisté, et tandis qu'elle écoutait, je lui ai raconté l'histoire d'une table branlante que j'avais construite pour une voisine et qui avait nécessité 2 retouches. Elle m'a répondu par un rire sincère, dénué de toute politesse. C'était la première fois que je la voyais ainsi, sans défense, les yeux brillants comme l'aura vue sur le tableau. À midi, le toit était suffisamment solide pour résister à la pluie. Nous étions assis sur les marches de son porche, ruisselant de sueur et couverts de sciure, partageant une bouteille d'eau. La ville était silencieuse, sans bourdonnement électrique. Seul résonnait le chant des oiseaux et le bruit occasionnel d'un accident de voiture. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » a-t-elle répété, mais son ton était plus doux, moins agressif. « Je comprends, » ai-je répondu, mais j'en avais envie. Elle m'a scruté, le regard interrogateur, comme pour tenter de deviner mes motivations. Je n'avais pas de réponse claire, pas tout à fait. Je savais simplement que je ne pouvais pas l'abandonner dans cette situation difficile. La panne de courant a duré 3 jours. La ville semblait retenir son souffle, chacun cherchant des bougies et des piles. J'observais souvent Laura se démener dans son jardin pour sauver ce qui restait de son jardin dévasté, les tiges abîmées, les fleurs piétinées. En guise de réponse, je lui faisais signe de la main, et elle me rendait l'appareil avec une chaleur croissante. Le 3e soir, j'étais assis dans ma cuisine, mon téléphone éteint, la maison faiblement éclairée par quelques bougies. L'idée de Laura seule, dans sa maison sombre, m'a traversé l'esprit, et avant même d'avoir eu le temps de me remettre en question, j'ai pris une lampe de poche et me suis aventuré jusqu'à elle. J'ai frappé à sa porte, un peu bête. Elle m'a ouvert, une lanterne à la main, son pull glissant d'une épaule. « Ethan » a-t-elle demandé, interloquée. « Tu vas bien » ai-je répondu en me grattant le cou avec gêne. « Oui » lui ai-je assuré. « Je pensais juste que tu aurais besoin de recharger ton téléphone. J'ai une batterie externe chez moi et... Eh bien, j'ai préparé de la soupe. Rien d'extravagant, mais il fait chaud. » Elle semblait indécise, comme si elle envisageait de refuser, puis acquiesça. « Très bien, accordez-moi un instant. » Elle prit son téléphone et me raccompagna de l'autre côté de la clôture. Ma demeure était illuminée par la lueur des bougies qui dansaient sur les murs, une marmite de soupe en conserve mijotant sur un réchaud de camping. Elle reçut ma batterie externe, et nous nous retrouvâmes assis à ma table bancale, avec des bols de soupe à la tomate et des nouilles instantanées. Le repas n'était pas extravagant, mais sous la douce lumière, il semblait significatif. Au début, nous manguâmes dans une solitude silencieuse, la lueur des bougies dansant sur son visage. Elle paraissait fatiguée, non pas à cause d'une longue journée, mais plutôt à cause de l'épuisement de porter des fardeaux pendant des années. « C'est agréable, » finit-elle par remarquer d'une voix douce. Je ne partage pas souvent mes repas avec d'autres, reconnus-je en remuant ma soupe. Je ne suis pas vraiment l'âme de la fête non plus, et pourtant tu es moins intimidante que tu n'en as l'air. » Elle haussa un sourcil, un sourire étiré sur ses lèvres. « Intimidante ? C'était ton impression ? » ?»« Pas intimidante, précisai-je avec un sourire. Juste difficile à discerner, comme si tu tenais tout le monde à distance. » Elle caressa le bord de son bol du doigt, le regard baissé. « J'étais à nouveau ouverte, » murmura-t-elle. « J'enseignais l'art, j'adorais ça, j'apportais de la joie. Puis mon ex-mari a décidé que je ne suffisais plus. Elle a dit que ma peinture n'était qu'un passe-temps, pas une passion. Après notre conversation, elle s'est tue, et moi aussi. Sa voix est restée posée, mais elle résonnait du poids d'années incalculables.
Je me suis retiré, laissant ces mots résonner. Ça a l'air dur, ai-je commenté. J'avais un ami qui avait l'intention de créer une entreprise avec moi. Il nous a abandonnés avec la moitié des fonds, me laissant désemparé. Depuis, je me suis limité à réparer des objets pour les autres. Cela me donne un but. Elle a levé les yeux, et nos regards se sont croisés. C'est donc pour ça que tu sors souvent aider les gens ? J'ai haussé les épaules nonchalamment. Je suppose que oui. Cela me permet de rester concentré. Elle m'a offert un sourire sincère, sans prétention, et j'ai été frappé par sa vulnérabilité lorsqu'elle a baissé les bras, comme si le peintre de ce portrait de famille était toujours en elle. J'avais envie de poursuivre notre conversation, alors j'ai suggéré « Ce tableau que tu m'as montré, tu devrais en créer d'autres. Tu as un don pour ça. » Elle secoua la tête, mais pas en signe de désaccord. Cela faisait un moment, et je ne savais pas par où commencer. J'ai suggéré « Juste un pinceau, une toile, on verra bien. » Elle n'a pas voulu s'engager, mais n'a pas refusé non plus, disant qu'elle y réfléchirait. C'était comme un progrès. Nous avons fini notre soupe, et la pièce semblait trop lumineuse après le retour du courant, comme si la magie était rompue. Laura tenait son téléphone, prête à partir. « Il faut que j'y aille », a-t-elle dit, sans se presser. Arrivée à la porte, elle s'est retournée. « Merci, Ethan, pour ce soir, de ne pas m'avoir abandonné. » J'ai souri, appuyé contre l'encadrement de la porte. N'importe quel moment avec Laura est le bienvenu. Elle est rentrée chez elle, tandis que les lampadaires clignotaient, et je l'ai observée, sa silhouette, plus douce, maintenant. Plus tard, assise sur ma véranda, j'ai savouré l'air frais qui semblait porter l'odeur de la tempête qui avait dissipé quelque chose. J'ai repensé au sourire de Laura, à son histoire, à la façon dont elle m'a regardé quand je l'ai encouragée à peindre à nouveau. La barrière entre nous semblait moins redoutable. Elle n'était plus seulement une voisine discrète, elle était devenue quelqu'un que je désirais connaître intimement. Adossé au dossier de mon siège, je contemplais les étoiles au-dessus de ma tête, et un sentiment de changement m'envahit, comme si nous étions sur le point de vivre une expérience authentique. Une semaine après le rétablissement du courant, Laura apparut à ma porte. C'était un samedi matin, l'air était frais et vif, et la ville sentait l'herbe fraîchement coupée. J'étais encore en t-shirt, les mains couvertes de sciure de jean, après avoir poncé une chaise pour un voisin. Elle se tenait là, son pull glissant d'une épaule, serrant ses gants de jardinage. « Je travaille au jardin aujourd'hui, » dit-elle d'une voix plus douce que d'habitude. La tempête l'avait endommagée. Je pouvais profiter de votre aide si vous êtes disponible. Je la fixai, interloqué. Laura demandait rarement de l'aide, pas de cette façon. Cela me semblait significatif, comme si elle me donnait accès à une partie de sa vie qu'elle gardait habituellement privée. « Oui, » répondis-je, en attrapant mes bottes. Nous avons passé la matinée dans son jardin, tandis que le soleil montait progressivement et réchauffait la terre sous nos pieds. L'endroit était en désordre, avec des tiges cassées, des rosiers écrasés, et de la terre remuée comme un champ de bataille. Laura avait une stratégie. Elle avait apporté des plantes fraîches de la pépinière, des pâquerettes, de la lavande, quelques rosiers. Nous avons travaillé ensemble, creusant des trous, remplissant nos mains de terre, travaillant en harmonie. Au début, c'était paisible. On n'entendait que le bruit des pelles et le chant occasionnel d'un oiseau. Puis, elle a commencé à parler. « Je passais des heures ici », a-t-elle dit en tapotant la terre autour d'un plant de lavande. C'est ici que je commençais à réfléchir. Avant que tout ne s'effondre, c'était mon sanctuaire. J'ai pris acte de ses paroles, et j'ai installé un rosier à sa place. Je comprends. Moi aussi, j'ai un établi dans mon garage. Quand je crée quelque chose, j'ai l'impression que le monde se met en place pendant un moment. Elle m'a regardé pensivement, le regard interrogateur. « Avez-vous déjà pensé à développer vos compétences en menuiserie ?» demanda-t-elle avec hésitation. Je veux dire... J'ai écarté sa question d'un haussement d'épaule, et j'ai essuyé la sueur de mon front. De temps en temps... J'imagine une petite boutique où je confectionnerais des objets personnalisés comme des tables, des armoires et peut-être quelques sculptures. Ce ne serait pas grandiose, juste quelque chose que je pourrais m'approprier. Elle esquissa un sourire sincère, quoique modeste. Tu as un don pour créer des pièces solides, Ethan.
Ce n'était pas seulement les mots qu'elle prononçait, mais la façon dont elle les prononçait, comme si elle voyait du potentiel en moi. J'ai souvent du mal à me voir clairement. J'ai tenté de poursuivre notre conversation en lui demandant « As-tu déjà envisagé de te remettre à la peinture, comme avant ?» Elle arrêta sa pelle au milieu du sol. « Je ne sais pas. J'y tenais beaucoup, mais mon ex a dit que c'était futile. Il prétendait que je perdais du temps qui aurait pu être consacré à quelque chose de concret. » Son ton trahissait l'épuisement, pas la colère. Je secouai la tête en signe de désaccord. Il se trompait. Le tableau que j'avais vu, ce n'est pas seulement de l'art, c'est toi. Tu devrais peut-être reconsidérer ta décision. Elle resta silencieuse un instant, continuant à creuser, mais ses lèvres se courbèrent subtilement comme si elle s'accrochait à cette pensée. Nous continuâmes à entretenir le jardin, le ravivant peu à peu. Alors que je m'occupais d'une marguerite en tassant de la terre autour, nos mains se sont accidentellement touchées. L'instant fut bref, mais j'avais l'impression que le temps s'était arrêté. Je la regardai dans les yeux, écarquillée et sans défense, et aucune de nous ne bougea la main. La fraîcheur de la terre contrastait avec la chaleur de ses doigts, créant une connexion qui transcendait l'instant. Ce fut Laura qui rompit le silence la première, avouant doucement. Avant, je croyais n'avoir besoin de personne. Malgré mes propres convictions, je trouvais du réconfort dans la solitude. « Et toi ?» continua-t-elle. « Tu me donnes envie de réessayer. » Ces mots résonnèrent profondément, non pas parce qu'ils étaient forts, mais parce qu'ils contenaient une vérité que je ne pouvais ignorer. J'ai senti une boule dans la gorge en répondant. « Je ne fais pas de grandes promesses, Laura, mais je suis là, si tu veux que je le sois. » Elle hocha simplement la tête, les yeux brillants de larmes retenues. Après avoir repris le jardinage, une atmosphère différente nous a enveloppés, comme si nous avions franchi une frontière que ni l'un ni l'autre ne pouvait ignorer. Le reste de la journée, nous avons travaillé côte à côte, nos épaules se touchant parfois, les rires fusant avec une aisance accrue. Une fois terminé, le jardin semblait revitalisé, non pas immaculé, mais prometteur. Dès lors, nos rencontres se sont multipliées, ne se limitant plus au hasard. Laura m'invitait à prendre un café sur sa véranda, où nous allions flâner au marché fermier voisin pour choisir des tomates et discuter de leur maturité. Un matin, elle m'a révélé quelque chose, un croquis de son jardin, tel qu'il était autrefois, réalisé uniquement au crayon sur papier. Cette découverte a ravivé mon intérêt pour le dessin. Elle a parlé avec hésitation, craignant que je ne rie. Pourtant, je n'ai pas ri. C'était simple, mais cela résumait sa vision du monde et d'elle-même. « C'est magnifique », ai-je répondu sincèrement, et je pensais chaque mot. Continue. En entendant cela, elle me regarda, son expression s'adoucissant, et l'espace d'un instant, ses yeux brillèrent de larmes retenues. « Tu es la première personne à dire ça depuis longtemps, » avoua-t-elle. Je me suis retrouvé sans voix, préférant sourire, espérant qu'elle comprenait mon sentiment. 2 semaines plus tard, nous étions assises dans sa cuisine après une journée épuisante. L'air du soir était vif, les fenêtres ouvertes, le chant apaisant des grillons dehors. Laura semblait plus réservée que d'habitude, absorbée par son thé tourbillonnant comme s'il contenait ses pensées. « Ça va ?» ai-je demandé, allongée dans mon fauteuil. Elle a hoché la tête, mais son regard est resté fixé sur sa tasse. Le dernier tableau que j'avais peint, m'a-t-elle révélé, représentait ma famille avant que je cesse de créer. Il nous représentait, mon ex-conjoint et notre fille. Une larme a coulé sur sa joue lorsqu'elle s'est souvenue. Elle avait 3 ans quand un accident de voiture lui a coûté la vie. Elle a marqué une pause, peinant à poursuivre. Après cet incident, a-t-elle admis, elle a détruit le tableau, incapable de le supporter. Mon cœur s'est serré à ces mots, comme si l'air de la pièce avait disparu. Je suis restée silencieuse, lui laissant la liberté de me dévoiler autant ou aussi peu qu'elle le souhaitait. Ses yeux croisèrent les miens, brillants mais fixes. Elle croyait qu'en cessant de créer, elle pourrait mettre un terme à ses souffrances, mais cela s'avéra futile. Je tendis la main par-dessus la table et la trouva. Elle était froide et tremblait légèrement. « Arrête de tout détruire, tu n'en as plus besoin, » dis-je. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Laura. » Elle me regarda, les larmes aux yeux, sans pourtant se retirer. Au lieu de cela, elle fit le tour de la table et m'enlaça.
Ce n'était pas une étreinte réconfortante, plutôt celle qu'on offre à quelqu'un qui pleure. C'était unique, chaleureux, intentionnel, comme si elle désirait la proximité. Non pas parce qu'elle se fracturait, mais parce qu'elle choisissait de me laisser l'approcher. Je soutins sa tête, ma joue appuyée contre ses cheveux, respirant profondément l'arôme de son shampoing à la lavande. Nous restâmes ainsi un moment, la cuisine tranquille, seuls nous et les grillons qui chantaient dehors. Lorsqu'elle se retira, son regard était serein, un léger sourire aux lèvres. « Je ne sais pas ce que c'est, admit-elle, mais c'est agréable. » Je pouvais à peine parler, la gorge serrée. Oui, j'ai persévéré, c'est vrai. Elle m'a guidé jusqu'à la porte et je suis sorti dans la nuit, les étoiles brillant brillamment au-dessus de son jardin. J'ai franchi la clôture, le gravier crissant sous mes bottes en entrant chez moi. Sur ma table se trouvait le croquis qu'elle m'avait fourni, une représentation approximative de son jardin avec ses lignes et ses ombres. Je l'ai soulevé avec précaution, suivant du doigt les traces de crayon, contemplant son contact avec le mien dans la terre, me souvenant de l'étreinte qui entourait l'histoire qu'elle me racontait. Je me suis assis sur mon canapé. La maison plongeait dans la pénombre, à l'exception d'une lampe solitaire. Mon cœur battait plus fort que d'habitude, non pas de peur, mais d'une sensation nouvelle. Cet instant dans le jardin, nos mains se rencontrant, c'était comme si nous avions transcendé une frontière invisible, non pas vers quelque chose de familier ou de défini, mais vers la réalité. J'ai regardé par la fenêtre, vers sa maison, où une lumière solitaire brillait dans la cuisine. Laura n'était plus seulement ma voisine. Elle était devenue quelqu'un dont le bien-être comptait pour moi, quelqu'un dont j'avais envie de revoir le sourire, quelqu'un avec qui je souhaitais être à mes côtés. Sans attente préalable, je me suis retrouvé impassible face à l'inconnu. Les semaines qui ont suivi la reconstruction du jardin de Laura ont semblé modifier subtilement l'atmosphère entre nos maisons. Nos rencontres sont passées de sporadiques à fréquentes, non pas par préméditation, mais lors de ces moments discrets qui surgissent à l'improviste. Parfois, je la découvrais sur sa véranda, partageant une tasse de café, une pour moi, discutant oisivement de la résistance des roses ou de la tendance persistante du restaurant du coin à brûler ses tartines. D'autres fois, nous nous promenions dans notre rue, tous deux accompagnés seulement par le crissement du gravier sous nos pieds, discutant des maisons qui avaient besoin d'une nouvelle couche de peinture ou riant du chien du voisin qui semblait résolument en train de courir après sa queue. Ces moments simples étaient rendus cruciaux. Laura paraissait plus radieuse, son rire résonnant comme si elle redécouvrait des fragments d'elle-même perdus dans le temps. Quant à moi, j'éprouvais un sentiment de stabilité, comme si ma vie avait trouvé un rythme jusque-là inaperçu. Un après-midi, Laura m'a demandé de l'aider à accrocher un cadre dans son salon. En arrivant, j'ai apporté ma boîte à outils, m'attendant à une tâche facile. Pourtant, en entrant, j'ai remarqué un tableau frais adossé au mur. C'était une petite toile aussi grande qu'un livre, représentant le jardin de Laura, débordant de couleurs vibrantes. Et pourtant elle semblait vivante, comme si elle y avait mis toute son âme. « C'est toi qui l'as fait ?» ai-je demandé en la manipulant délicatement. Elle a hoché la tête modestement, rougissant légèrement. « Ce n'est pas impressionnant, c'est juste un essai que j'ai fait la semaine dernière. » Je l'ai tenue vers la lumière, appréciant la précision avec laquelle elle a représenté les pâquerettes, captant parfaitement les rayons du soleil. « Laura, c'est remarquable, » ai-je dit. « Tu dois créer davantage. » Elle a détourné le regard, mais j'ai perçu son sourire, un sourire qui en dit long sur bien plus que les mots. Nous l'avons accroché au-dessus du canapé, et en reculant, la pièce semblait plus chaleureuse, comme si elle lui appartenait à nouveau. Le tableau a transformé les choses. Depuis lors, Laura a commencé à dessiner davantage, avec des crayons et du papier éparpillés sur sa table de cuisine. Lors de mes visites, elle exposait des croquis inachevés, des fleurs et des arbres simplement suggérés par des lignes. Je lui exprimais ma gratitude, non pas guidée par mes connaissances artistiques, mais par la reconnaissance de sa présence en eux. Elle riait, me traitait de partial, mais j'en percevais l'importance. Je m'occupais aussi de son jardin. Je désherbais ou plantais des bulbes quand on le lui demandait. Cela transcendait les fleurs. C'était devenu une question de camaraderie, de création commune, même si elle n'était pas nommée. Je lui parlais aussi de mes rêves,
comme celui d'un atelier pour fabriquer des tables et des chaises qui dureraient des générations. Elle m'écoutait attentivement, me rassurant. « Tu y arriveras, Ethan. Tu crées des pièces durables. » C'était plus qu'une simple motivation. Elle inspirait en moi une confiance comparable à celle que je lui accordais. Contre toute attente, Laura m'offrit un cadeau emballé dans du papier craft un après-midi, alors que le soleil projetait de longues ombres sur son jardin. « Déballe-le » murmura-t-elle d'une voix douce mais ferme. Je détachai rapidement le papier et marquai une pause. Un modeste tableau apparut, une représentation de moi dans son jardin, à genoux avec une pelle, entourée de roses baignées de lumière. Ce n'était pas parfait, mais c'était authentique. Chaque trait, chaque nuance semblait me captiver, me comprendre véritablement. Niché dans le cadre, un mot. Merci de m'avoir redonné de la vitalité. Je la regardais, la gorge serrée. Laura, je suis sans voix. Elle me rendit un doux sourire, le regard chaleureux. Inutile de répondre, reste juste toi-même. Je serrai le tableau dans mes bras, en traçant les contours du doigt, et soudain, je compris quelque chose. Ce n'était pas seulement elle qui se guérissait, elle me donnait aussi quelque chose, le sentiment que ma vie avait un sens, que je n'étais pas qu'un simple passager. Nous commençâmes à discuter de notre avenir, non pas en termes grandioses ou lourds, mais par fragments. Un jour, au petit déjeuner, elle m'a demandé « Quels sont tes projets pour les 5 prochaines années ?» J'ai ri en faisant tournoyer ma tasse, espérant ne pas résider ici à ce moment-là. Peut-être avec cet atelier dont je te parlais. Quant à toi, hélas réfléchit un instant, les doigts tapotant la table. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais peut-être un endroit avec un jardin, un atelier aussi, où je pourrais peindre librement, sans avoir l'impression de me cacher. Je l'ai visualisé avec une toile, moi avec mes outils, nous construisant quelque chose ensemble. Nous n'avons pas parlé d'engagement futur, ni d'éternité, mais il semblait que nous exprimions notre désir de vivre davantage de moments comme cette expérience partagée. Un soir, alors que le ciel prenait des teintes orangées et roses, nous nous sommes retrouvés près de la clôture, où tout avait commencé. Le jardin était de nouveau en fleurs, moins luxuriant qu'avant, mais persistant, refusant de céder. Laura s'est appuyée contre la clôture, son pull flottant, ses cheveux accrochant la lumière. « Tu te rends compte » murmura-t-elle doucement. Au début, je croyais que cette clôture servait à éloigner les gens. Mais maintenant, pour ma protection. Et pourtant, il fait désormais partie de ton jardin. Ces mots résonnèrent en moi. « Laissons-le tranquille, » répondis-je en souriant. « Inutile de le démolir. » Elle me sourit en retour, le regard doux et affirmatif. En effet, ce n'est pas le cas. Ce n'était ni une promesse ni une déclaration théâtrale, mais c'était un moment important. Nous restâmes silencieux, observant le jardin tandis que le crépuscule tombait. La brise apportait une fraîcheur, les fleurs se balançant subtilement comme si elles partagèrent notre souffle. Je songeais à son tableau de nous et aux mots qui l'accompagnaient. Je repensais à la tempête de cette première nuit dans sa cuisine, à la sensation de sa main entrelacée avec la mienne dans la terre. Nous n'étions pas un couple officiel, pas au sens conventionnel du terme. Nous ne préparions pas un mariage ni n'envisagions de cohabiter. Mais nous étions quelque chose, 2 êtres qui s'étaient trouvés au milieu de moments de calme, rendant nos vies moins solitaires. Laura effleura doucement mes doigts sans les saisir, laissant entendre sa présence. Je répondis calmement, et nous restâmes là, la barrière de la clôture semblant insignifiante. Ce soir-là, je rentrai chez moi, le tableau toujours à la main, le posant sur ma table à côté du croquis qu'elle m'avait donné. Je m'installai sur mon canapé dans la maison silencieuse, où seul le chant des grillons s'entendait dehors. En repensant à l'analogie de Laura, la clôture faisant partie du jardin, et à la façon dont elle me donnait le sentiment d'en faire partie intégrante, je réalisais que ma vie n'avait pas radicalement changé extérieurement. Je réparais encore des meubles, j'aidais mes voisins, je poursuivais mon atelier de rêve. Cependant, intérieurement, je me sentais transformé. Par son geste, Laura m'avait offert quelque chose d'inestimable, un but à l'existence, non seulement pour les autres, mais aussi pour moi-même. En regardant par la fenêtre, sa maison rayonnait doucement, seule une lumière solitaire émanant de la cuisine. Je repensais à notre première rencontre, lorsqu'elle n'était qu'une voisine discrète qui me prêtait à peine attention. Elle était désormais quelqu'un qui me voyait vraiment,
quelqu'un qui me confiait son angoisse, sa créativité, son optimisme. Peut-être que cela n'allait pas durer éternellement. Peut-être que nous ne lui donnerions jamais de nom. Mais pour l'instant, c'était suffisant, plus que suffisant. Je me suis détendu, laissant le tableau absorber la lumière de la lampe et m'autorisant un sourire. Quel que soit l'avenir, nous l'affronterions ensemble, un jour, un jardin, un instant à la fois.